Yves va vous présenter 3 simulations d'attaque, comme on a vu tout à l'heure, autour du Wi-Fi, autour de la clé USB et une troisième autour de la téléphonie mobile. En effet, on voulait compléter cette introduction par des simulations d'attaque, ou en tout cas des illustrations concrètes de ce que c'est qu'une cyberattaque, comprendre un petit peu quelle est la méthode utilisée par l'attaquant, pourquoi est-ce qu'une cyberattaque arrive, évidemment vous posez aussi les bons conseils vis-à-vis de certaines situations. On a d'abord choisi de vous parler de l'utilisation des réseaux externes. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont classiquement abordées en cybersécurité. Celle de l'utilisation des réseaux externes et plus largement la thématique de la mobilité, c'est quelque chose qui est plutôt moins abordé que le reste. Pourtant, la mobilité, l'utilisation de l'outil informatique et du système d'information dans une situation de mobilité à l'extérieur de l'entreprise, c'est une situation pour lesquelles vous n'avez pas le même modèle de menace, le même modèle de sécurité, pour laquelle vous n'avez pas le même cas d'espèce que lorsque vous utilisez votre poste de travail au sein du SI. Le cas d'exemple royal, typique, c'est l'utilisation d'un ordinateur professionnel lors d'un déplacement dans le TGV, à la gare, à l'hôtel, au restaurant, etc. etc., etc. Pourquoi? Eh bien, pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'on a tendance à se connecter à des réseaux Wi-Fi qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que je vous mets, disons, ta main au feu, la mienne, j'y tiens, mais je vous parie que si j'avais mis en place un point d'accès qui s'appelait Jacobin_invité, en point d'accès ouvert ici, j'aurais eu 5-10 connexions de personnes qui seraient venues se connecter à mon point d'accès. D'accord? C'est très simple à lancer un point d'accès. Même de façon informatique, avec un simple ordinateur, ça se fait. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes ces personnes qui se connectent à Internet à travers ce réseau-là, qui est le mien, eh bien l'ensemble de leur communication transite par ma machine. Et donc ça veut dire que moi, je peux prendre connaissance de l'ensemble de leur communication réseau. Donc l'ensemble des informations qu'elles échangent avec les sites web qu'elles visitent, que les applications de leur téléphone vont utiliser, etc. etc., etc. Donc ça déjà c'est un premier point, parce qu'on ne sait pas réellement qui est derrière les points d'accès sur lesquels on se connecte. Et souvent on se connecte un peu à l'aveugle. On regarde, on se connecte, si vous faites ça chez Leclerc, vous mettez Leclerc dans score gratuit, les gens s'y connectent instinctivement. Deuxième problème, quand bien même vous êtes connecté à un réseau qui est légitime, et que ce n'est pas un attaquant qui maîtrise le point d'accès, reste le problème de la sécurité des communications. Parce que le mode de communication Wi-Fi, ce sont des ondes radio sur la bande de 2,4 ou 5 GHz, eh bien, ces communications radio sont envoyées à la cantonade tout autour par la carte Wi-Fi. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne à portée de Wi-Fi de votre machine peut capter les communications. Alors évidemment, les communications ne sont pas toujours en clair. C'est-à-dire qu'il y a des protections sur les communications. Mais, premièrement, si le Wi-Fi est ouvert, il n'y a aucune protection. Ça veut dire qu'il suffit à quelqu'un d'ouvrir ses oreilles, les oreilles numériques, j'entends, pour écouter ce qui se passe. Toutes les communications seront reçues en clair. Alors, tous les réseaux ne sont pas ouverts. Les réseaux d'entreprise, par exemple, souvent, sont protégés par mot de passe, par exemple. Vous êtes tous familiers de ça. Vous devez taper un mot de passe, une clé d'accès au réseau, qui est partagée entre tous les collaborateurs. Et c'est cette clé-là qui vous permettra d'accéder au réseau. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle du WPA2 personnel. C'est un mode de protection. Je vais passer sur le détail. Mais ce mode de protection spécifie la chose suivante. Ce mode de protection protège les communications dans le cas où une seule personne utilise le réseau. Donc c'est clair. Ça veut dire que là, tout le monde ne pourra pas lire vos communications, mais l'ensemble des personnes qui sont connectées au même réseau que vous, eh bien, vous vous retrouvez dans la même situation qu'un réseau ouvert. Vos collègues ont accès à vos communications réseau. Pour sécuriser, il y a un autre mode qui s'appelle WPA2 Enterprise. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce mode de connexion avec une clé, avec un mot de passe, ne présente pas de sécurité. D'accord? Donc je voulais vous alerter là-dessus et à ce titre, vous jouer une petite vidéo. Alors ça, c'est l'écran d'un pirate. Donc on a fait ça sous forme de vidéo parce que la démonstration est un peu sensible avec le Wi-Fi. C'est pas toujours des choses qui sont évidentes. On a 2 démonstrations en vidéo. On en a une en vrai à la fin. Vous verrez, c'est quelque chose qui est joué en live. Donc bref, voilà l'écran de l'attaquant. Un attaquant qui souhaite mener une attaque sur du Wi-Fi. Donc
qu'est-ce qu'il va faire? Il a identifié qu'il y avait des gens qui se connectaient à des réseaux Wi-Fi à côté de lui. Eh bien, il va lancer une écoute réseau sur les points d'accès Wi-Fi. Donc, il va commencer par rechercher les points d'accès Wi-Fi aux alentours. Il voit qu'il y en a 2, dont un qui s'appelle Wi-Fi gratuit Hôtel Marimba, par exemple. Donc, il choisit ce canal-là parce que c'est un Wi-Fi qui est ouvert et il lance une écoute. Alors, c'est extrêmement simple à lancer une écoute. Une écoute sur le réseau, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences poussées pour faire ça. Il y a des logiciels tout faits qui existent, c'est extrêmement simple. Donc là, on n'est pas du tout dans les hautes sphères de ceux qui piratent la NASA ou j'en sais rien. C'est quelque chose d'extrêmement trivial à réaliser, d'accord, pour quelqu'un qui a des connaissances informatiques assez normales. Il lance ça. À côté, on a l'iPad d'un client de l'hôtel qui se connecte naturellement au Wi-Fi de son hôtel, ce qui est normal. Wi-Fi ouvert de l'hôtel, il ne se pose pas trop de questions. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant qu'il a une connexion à l'entreprise, à Internet, il va consulter sur l'extranet de l'entreprise des documents dont il a besoin. Donc, il se connecte à l'extranet. Un extranet, c'est un portail d'accès qui est évidemment authentifié. On ne laisse pas n'importe qui arriver et se connecter aux documents de l'entreprise. Et donc, on va lui demander un mot de passe. En tout cas, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, nom d'utilisateur, c'est Martin. Et le mot de passe, on voit que c'est tapé en même temps qu'on se parle, c'est 1, 2, 3 soleil. D'accord ? Et donc là, il va envoyer. Et du côté de l'attaquant, tout de suite, on voit le mot de passe et le login qui tombent. Et ça veut dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des communications sont lues par l'attaquant. Tout. Là, on a juste créé un script qui allait identifier et analyser chaque communication pour voir s'il n'y avait pas un login ou un mot de passe, ou les deux, qui transitaient dans la communication, auquel cas on isolait le login et le mot de passe, et ça permet d'avoir quelque chose de clair à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la petite tablette avec laquelle la personne navigue, c'est absolument asymptomatique. Ça rejoint ce que disait Cédric tout à l'heure par rapport aux 7 mois de découverte d'une compromission. Une compromission, le plus souvent, elle est asymptomatique. Vous n'avez pas un petit message qui vous prévient, attention, vous êtes en train de vous faire pirater. Vous n'avez pas un message qui vous prévient, attention, vos communications sont écoutées. Ce sont des choses transparentes. Le jour où ça s'exprime, où ça devient symptomatique, c'est qu'il est trop tard. C'est que le virus est déclenché. D'accord ? Donc voilà le risque. De vue de l'utilisateur, ça paraît simple, ça paraît comme d'habitude, aucun problème. Et pourtant, il est en train de se faire pirater, sans s'en rendre compte. Donc méfiance, grande méfiance avec les Wi-Fi qu'on ne maîtrise pas, les Wi-Fi qu'on ne connaît pas, dans un endroit qu'on ne connaît pas. On n'est pas dans la même situation qu'à l'entreprise. Et donc, si on a des choses sensibles à faire ou qu'on n'est pas en confiance, eh bien peut-être qu'il y a des choses qu'on peut attendre de faire en revenant au bureau, d'accord ? Ou alors d'utiliser un Wi-Fi qui est beaucoup plus sécurisé ou de se connecter en filaire depuis un endroit qu'on connaît. D'accord ? Donc voici ce qui peut arriver. Je voulais également vous parler de la clé USB. La clé USB qui, à l'instar du Wi-Fi, pose 2 problèmes. Le premier problème des clés USB, c'est qu'elles peuvent héberger des logiciels malveillants. Alors les clés USB, c'est formidable. Moi, je suis le premier à m'en servir parce que effectivement, c'est très pratique. Aujourd'hui, on a des clés de plusieurs dizaines, centaines de gigaoctets. C'est très abordable. Donc ça a littéralement envahi nos vies. Néanmoins, il faut comprendre que lorsqu'un virus est créé, le but d'un virus, c'est de se répandre. C'est-à-dire que lorsqu'il est sur une machine, il va vouloir infecter d'autres machines, de nouvelles machines. C'est le fonctionnement normal d'un virus. D'accord ? Donc, pour faire ça, il a plusieurs solutions. Il y a les mails, évidemment. Il y a aussi le réseau. Il y a plein de solutions. Et évidemment, la clé USB en est une. Donc, beaucoup de virus, lorsqu'on branche une clé USB, un support amovible, sur la machine, eh bien, il va se copier dessus dans l'espoir qu'il sera branché sur une autre machine et que le fichier sera ouvert par un autre utilisateur pour infecter un nouveau système. Et le problème des clés USB, c'est ça. On se les prête. On prend une clé USB du travail, on la ramène à la maison, on la pose dans l'entrée en arrivant. Vos enfants la prennent, vont au collège ou au lycée avec, la prêtent à un copain pour récupérer un jeu craqué, etc., pour jouer ensemble. Et puis le copain, il la prête à son frère, etc. Et vous ramenez ça au boulot. La clé, elle a fait le tour de l'île-et-Vilaine. Et vous rebranchez ça sur l'ordinateur du bureau. Voilà, par exemple, un cas typique absolument horrible en matière d'hygiène pour les clés USB. Et le deuxième problème des clés USB, c'est qu'elles sont source de fuite de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cas typique d'espèce, c'est
on s'échange un fichier entre deux collègues. J'ai un collègue qui a besoin d'un de mes fichiers, je le mets sur une clé USB et je le passe à mon collègue, par exemple. Le collègue, lui, il prend la clé, hop, il met sur son ordinateur, il la met dans sa poche, il rentre chez lui après, voilà, la clé, il la pose sur le bureau et voilà, c'est parti. Et là, le gamin ou la gamine la prend, il part au collège avec, c'est prêté à un copain, etc. Peut-être que le père bosse pour un concurrent, on n'en sait rien, mais on a un document de l'entreprise qui est rendu 4 patelins plus loin chez une personne qu'on ne connaît pas et branché sur le système qu'on ne connaît pas. Pour peu que la personne la ramène dans son entreprise à lui, on a des fuites d'informations. Alors, il y a des gens qui poussent un cran plus loin et qui vont prendre soin d'effacer les fichiers qu'ils placent sur une clé. C'est-à-dire, voilà, je prends la clé, je copie le fichier. Une fois que j'ai copié le fichier, j'efface le fichier de la clé. Mesure de prudence élémentaire pour éviter ce genre de situation. Le problème, c'est que lorsqu'on efface un fichier, qu'est-ce qui se passe? Sur la clé, effectivement, le système indique à la clé, voilà, ce fichier-là est supprimé. Donc la clé, elle est structurée selon ce qu'on appelle un système de fichiers qui maintient une liste des fichiers qui sont présents sur la clé. Donc elle prend le fichier et dit, celui-là, ça y est, il est effacé, il n'existe plus. Pour autant, est-ce qu'elle va aller physiquement supprimer le contenu de sa mémoire? Non. Le contenu reste présent sur la clé. Il est juste marqué comme étant effacé. Ça veut dire que moi, si je récupère cette clé, eh bien, je peux tout à fait scanner l'ensemble des secteurs mémoire de la clé. Je vais retrouver toutes les structures de fichiers qui ont été créées depuis l'utilisation de la clé et ressortir tous les fichiers. Donc même un fichier effacé, même en ayant eu cette prudence élémentaire, vous pouvez provoquer une fuite de données. Donc la clé USB, c'est un fléau pour l'entreprise. Une bonne façon de faire, par exemple, comme d'habitude en cybersécurité, il faut mélanger les leviers, il faut plusieurs façons d'intervenir. Il faut, par exemple, des mesures techniques. Vous interdisez la connexion de clés USB, sauf certaines clés USB au sein de l'entreprise. Et vous fournissez à vos collaborateurs des clés USB marquées. Des clés USB avec le logo de l'entreprise. Il n'y a que ces clés-là qui ont le droit de circuler dans l'entreprise, et elles n'ont pas le droit d'en sortir. Rien ne rentre, rien ne sort. Des clés qui ne sortent pas et qui sont à l'usage exclusif de l'entreprise. Voilà comment on arrive à organiser une communication en vase clos et rien qui sort. Après, si un collaborateur sort une clé, ça devient une faute de sa part, et là, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est très incitatif de ne pas utiliser d'autres clés. Et si on voit sur un bureau ou quelqu'un qui utilise une clé qui n'est pas une clé marquée de l'entreprise, eh bien là, c'est pareil. On peut l'arrêter en disant attention, ce que tu fais là, il n'y a pas le droit. D'accord ? Je voulais vous parler d'un troisième type de clé. Alors, voilà l'ordinateur de quelqu'un qui s'apprête à faire une bêtise. Il branche une clé USB. Vous voyez cette clé USB? Ça ressemble beaucoup à une clé USB. Et bien en fait, ce n'est pas une clé USB. C'est un clavier. Comment ça fonctionne lorsqu'on branche un périphérique sur un ordinateur? La clé USB est branchée sur le USB. L'USB alimente la clé, donc elle démarre. C'est un petit appareil qui démarre grâce à l'alimentation. Et il va commencer à discuter avec l'ordinateur. Et sur un mode purement déclaratif, elle va indiquer à l'ordinateur « Bonjour, je suis une clé USB, je suis donc un périphérique de stockage amovible. » Ou alors « Bonjour, je suis une webcam ou une souris ou un clavier ou que sais-je. » C'est purement déclaratif. Donc rien n'empêche de créer quelque chose qui est un clavier, mais qui est packagé comme une clé USB. C'est exactement ce qui est fait à l'écran. C'est ce qu'on appelle des rubber ducky. Et donc, lorsqu'on les branche, elles vont se déclarer comme étant un clavier auprès du système, et elles vont commencer à envoyer des frappes de touches. Donc en fait, en pensant brancher une clé USB, ce que vous branchez, c'est un clavier plus un hacker derrière. Parce que naturellement, elles sont programmées à l'avance pour envoyer une séquence de touches bien précise. Donc en fait, c'est comme si vous laissiez un hacker, avec un clavier, envoyer la séquence de touches et la séquence de commandes qu'il veut sur votre système. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner la chose suivante. Donc là, on a ralenti l'exécution, d'accord ? Pour que ça soit plus visuel. Normalement, c'est encore plus rapide que ça. Là, la clé a été branchée et on a un truc qui se passe, alors qu'on n'a rien demandé. Vous voyez ? On a des lettres qui se tapent toutes seules. Normalement, ça dure 1 seconde 5, et c'est terminé. Là, c'est juste pour que ça soit plus visuel. D'accord ? Clac. Là, c'est le moment clé. C'est le moment où on se dit souvent, tiens, j'aurais pas fait une bêtise, moi, par hasard. On branche quelque chose, on voit un truc qui s'ouvre, qui se ferme, des lettres qui se tapent, hop, un truc qui disparaît. Et en fait, le moment crucial de la vidéo, c'est celui-là. C'est celui-là parce que le reste de l'histoire va dépendre de la façon dont vous réagissez à ce moment-là. Il y a en gros 3 types de réactions possibles. Soit vous réagissez en vous disant
ou j'ai peut-être fait une bêtise, c'est pas normal. Par prudence, je vais appeler l'informatique. Vous appelez l'informatique, et là l'informatique vous dit ah oui non c'est vrai, c'est bizarre, c'est pas normal. Débranche le câble réseau de ta bécane, j'arrive, on va regarder ça ensemble. Et effectivement, il verra, il y a un virus sur la machine, mais le virus a à peine eu le temps de s'exécuter, il n'a pas eu le temps de se répandre, donc vous avez limité les dégâts. Donc c'est une histoire qui finit bien, parce que vous avez eu le réflexe de prévenir les bonnes personnes. Deuxième solution, c'est de se dire oula, j'ai peut-être fait une bêtise. Bon, ça n'a pas l'air de bouger, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de bruit bizarre, la machine ne se met pas à trembler ou à faire des lumières, c'est qu'il ne doit rien se passer. Non, un virus ou un attaque, ça ne se passe pas comme ça. C'est asymptomatique, c'est muet. Et donc de se dire, oh bon, je vais aller prendre un café, je vais fermer la machine, c'est peut-être l'heure de rentrer, allez hop, j'y vais, je vais déjeuner. Voilà, et là, pendant ce temps-là, le virus va faire son chemin, il va infecter la machine, il va infecter le réseau, etc. etc. Et là, c'est une histoire qui finit mal. Et c'est à ce moment-là, c'est le moment où tout ça bascule. Et il y a une troisième façon de réagir, qui est encore pire, c'est de se dire, tiens, c'est bizarre, la clé, elle ne marche pas, et d'aller dans le bureau d'à côté et de dire, tiens, Michel, est-ce que tu peux essayer la clé sur ton poste, parce que moi, c'est bizarre, elle a fait un truc bizarre, regarde, chez toi, ça marche. Parce que ça arrive. D'accord ? Donc ça, évidemment, c'est la mauvaise idée, parce que ça va infecter le poste de Jean-Michel en plus. Donc bref, là, on vient de mettre une clé malveillante et on a vu quelque chose qui s'exécutait. Alors qu'est-ce qui se passe en vrai ? Et pourtant, vous voyez, en bas à droite, la clé est enlevée. Mais même clé enlevée, ça ne change rien. Le processus est en cours d'exécution et derrière, ça suit son cours. C'est en train de s'exécuter. Donc là, on a fait un exemple avec un virus très simple qui est juste chargé de, disons, récolter les informations sensibles de la machine. C'est toujours utile en intrusion de récupérer les mots de passe, etc. Donc là, la clé USB fait le tour de tout ce qui est intéressant sur le système. Et l'attaquant à l'autre bout, lui, il est devant sa boîte mail, parce que la clé, le petit virus, là, une fois qu'il a fini de récolter, eh bien, il s'envoie un mail. Et l'attaquant, il reçoit des mails comme ça. Il reçoit un mail tout simple, avec un fichier texte qui contient l'ensemble des informations qui ont été volées par le virus. Et donc, à droite, vous voyez que la personne continue à travailler, il ne se passe rien. Pour lui, il ne se passe rien. Si on veut se convaincre qu'il ne se passe rien, c'est très facile. Si je veux me persuader que je n'ai pas fait de bêtises, c'est très facile. Et l'attaquant, là, il va commencer à regarder qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur la clé, et bien, sur le système. Et bien, par exemple, tous les mots de passe Internet Explorer, les mots de passe d'accès à l'extranet, à votre compte mail, les mots de passe, par exemple, là, on voit le mot de passe du Wi-Fi, on voit plein de choses. Vous voyez, par exemple, là, on voit le mot de passe du Wi-Fi, donc le mot de passe du Wi-Fi d'entreprise. Hop, il a été enregistré par le système, le virus l'a vu, il l'a récupéré, envoyé par mail. Ça veut dire que moi, maintenant, de l'extérieur de votre entreprise, pour peu que votre Wi-Fi soit un poil généreux, ce qui est le cas en général, du parking ou des bureaux d'à côté ou du hall de l'accueil, je peux capter votre Wi-Fi, j'ai le mot de passe maintenant, je peux m'y connecter. Donc là, vous avez potentiellement un attaquant qui peut se connecter facilement au Wi-Fi et qui peut se connecter à l'extranet, sur la boîte mail, au partage réseau, etc. Avec ça, si je suis à portée de Wi-Fi, ce qui est très simple, eh bien vous avez tout de suite accès au réseau, et au partage réseau, et aux applicatifs, etc., etc., etc. Et donc tous les fichiers sensibles de l'entreprise. Pourquoi ? Juste pour une clé USB. C'est pas nouveau. Ça nous ramène en arrière, en 2009, il me semble, l'un des premiers virus industriels qui s'appelait Stuxnet, qui avait probablement été, ça n'a jamais été prouvé, mais on se l'imagine, créé par la NSA et les services secrets israéliens, le Mossad. Ils avaient créé un virus pour détruire le programme d'enrichissement du nucléaire iranien, et ils avaient réussi à détruire quasiment toutes les centrifugeuses d'uranium en Iran. Comment ? En mettant un virus sur une clé comme ça. Et la clé avait fini par être branchée sur le système industriel de la centrale nucléaire iranienne, ou en tout cas du centre de recherche iranien, et ça avait provoqué la destruction des centrifugeuses. La clé USB est aujourd'hui, c'est un fléau. Donc, une clé USB extérieure qu'on a trouvée sur le parking, qu'on a trouvée devant, qu'on a dans nos poches, on ne la branche pas sur le système d'information. Voilà pour ça. Et la troisième chose dont je voulais parler, c'était de parler des smartphones. J'aurais dû, avant de balancer cette slide, vous demander qui a son ordinateur avec lui. Monsieur aurait répondu oui, mais d'habitude, personne ne répond, alors que vous avez tous un ordinateur avec vous. C'est l'ordinateur, votre smartphone, c'est un ordinateur. On a tendance à l'oublier,
Mais ça a un clavier, ça a de la mémoire, ça a un écran, ça a de la mémoire vive, etc. C'est un ordinateur. C'est exactement pareil. Ça a un système d'exploitation, des applications, etc., etc., etc. Alors eux, ils concentrent tous les défauts. Ils ont le défaut déjà d'avoir une grande quantité de données sensibles, les contacts, les emails, les documents téléchargés, la liste de vos appels, de vos SMS, la liste de vos communications avec, je ne sais pas moi, WhatsApp, etc., ce genre de choses. Bref, ils concentrent énormément de données. Des données d'entreprise, des données personnelles, un petit peu tout. Donc déjà, ça attire l'attention. Deuxièmement, ils n'ont en général pas le même niveau de protection qu'un poste traditionnel. On a tous le souci de protéger notre ordinateur de travail. Le téléphone portable, en revanche, peut-être un peu moins. Et on a moins conscience des dangers qui vont avec. On a également le problème de partage entre monde professionnel et monde personnel. L'exemple typique, c'est si vous avez un téléphone professionnel, que vous avez un enfant âgé entre 8 et 12 ans, que vous ramenez le téléphone à la maison, que lui, il attend que ça pour le prendre et jouer à son jeu préféré, que les copains lui ont montré à la récré, et qu'il va vouloir l'installer en installant depuis je ne sais pas où le jeu, et que vous ne maîtrisez pas ça du tout, eh bien, vous avez un problème de collision et un problème de rencontre entre le monde professionnel et le monde personnel. Vous allez avoir un téléphone dont la sécurité n'est pas maîtrisée, qui va cohabiter avec des données professionnelles sensibles. Et ça, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et en plus, si on y réfléchit bien, c'est un ordinateur que vous avez toujours dans votre poche, que vous connectez en Bluetooth, en Wi-Fi, à plein de réseaux externes que vous ne maîtrisez pas, qui a toutes les données sensibles dont on a parlé tout à l'heure, que vous pouvez perdre, qu'on peut vous voler, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est une espèce de worst case de la sécurité qu'en plus vous surexposez à des attaques et à des compromissions. Donc un smartphone, c'est très dangereux. Alors, comment ça fonctionne la sécurité d'un smartphone par rapport à la sécurité d'un ordinateur portable? Finalement, c'est assez simple. Un téléphone portable, un smartphone, par défaut, c'est sécurisé. Et la sécurité de votre smartphone, il repose principalement sur deux choses. Le fait que vous fassiez les mises à jour en temps réel, ça encore une fois, pas de mise à jour, pas de sécurité. Et deuxièmement, ça fonctionne sur le fait que vous n'êtes pas administrateur de votre téléphone. C'est pas vous n'avez pas la maîtrise totale de votre téléphone, vous n'êtes pas administrateur, à tel point que les gens essayent de jailbreaker ou de router leur téléphone justement pour gagner les droits administrateurs, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc les restrictions qui sont en place concernent notamment la possibilité que vous avez d'installer ou pas certaines applications. Et sur un téléphone par défaut, que ce soit Android ou iOS, vous ne pouvez installer que des applications qui proviennent d'un magasin d'applications précis, autorisé, validé, vérifié par l'éditeur. D'accord ? Si vous vous en cantonnez là, que vous avez une utilisation de votre téléphone légitime, disons, comme on appelait ça autrefois, un bon père de famille, que vous avez une application pour la météo, pour ce genre de choses, l'application de votre journal préféré, etc., ça va. Et que vous n'avez pas touché au modèle de sécurité, ça va. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à le prêter à son enfant, ou qu'on commence à vouloir installer des applications qui sont un peu borderline, on va désactiver la sécurité, autoriser les applications externes à être installées, et à installer des applications qui viennent d'autre part que le magasin officiel. Et c'est là que les ennuis commencent. C'est là qu'on peut attraper un virus, et là, ça devient rapidement grave. À ce sujet, on a une petite démonstration à vous faire, et ce sera la troisième et dernière démonstration. Hop, je vous plante le décor. Cédric joue l'utilisateur naïf d'un téléphone qui a désactivé sa sécurité et qui installe des applications externes en faisant preuve d'aucune circonspection, ni de la plus élémentaire prudence. Et moi, je suis un attaquant, eh bien, j'ai créé un petit QR code comme on en voit partout, dans le métro, dans le train, dans plein d'affiches partout, où c'est marqué Flash Me, et les gens flashent. D'accord ? Alors là, j'ai fait sobre, mais si je veux faire un peu plus sophistiqué, j'aurais pu le brander, par exemple, aux couleurs des GJN, en disant, voilà, gagner des places pour tel ou tel match de Ligue des Champions, ou gagner des cadeaux numériques, ou iPhone, etc. Et je pense que des gens auraient scanné ça, dit, tiens, c'est intéressant, s'il y a un iPhone à gagner, j'installe. Et les gens qui ont désactivé la sécurité auraient installé l'application probablement. Donc on a déjà fait ça ce matin, donc Cédric a déjà fait a déjà flashé et installé l'application. Et donc moi, à l'écran là, ce que vous avez, c'est mon écran à moi, l'écran de l'attaquant.
D'accord? Donc ce que vous pouvez voir... Juste avant de continuer, vous n'étiez pas là ce matin, mais quand j'ai installé l'application ce matin, rien ne s'est allumé, rien ne s'est affiché. Je suis arrivé, j'ai joué le naïf, comme disait Yves tout à l'heure, j'ai flashé. Il m'a dit, est-ce que tu veux l'installer en anglais? J'ai dit oui. Est-ce que tu es d'accord pour ça? J'ai mis oui. Et il ne s'est rien passé. Rien passé. Sauf que, vous allez le voir, en fait, quelque chose s'est installé dessus, et maintenant, il y a un espion sur le téléphone, alors que je n'ai rien vu. Donc ce qui s'est passé, c'est que Cédric a démarré son téléphone. En fait, c'est pour ça qu'on avait quelque chose qui s'affichait à l'écran. Et là, vous voyez, Meterpreter 2, Session Open, machin, etc. Bon, l'interface est un petit peu brutale, un peu rustre. Elle n'est pas hyper sympathique, mais c'est pas grave. On va quand même s'en servir. Je vais me connecter au téléphone. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'application, j'ai mis moi un espion. D'accord? L'application elle est piégée. Et sur mon écran, quand Cédric démarre son téléphone, je le vois. D'accord? Et donc là, je démarre une session d'accès à distance à son téléphone. Et vous voyez, j'ai tout un tas de commandes différentes que je peux taper. Par exemple, je peux m'intéresser au SMS de Cédric, par exemple, de voir. Donc c'est un téléphone de démonstration, évidemment, on ne va pas faire ça sur un vrai téléphone. Mais je peux m'amuser, par exemple, voilà, je fais dump SMS. Il m'a dit j'ai récupéré 17 messages. Je pense que sur le téléphone de n'importe qui, il y a beaucoup plus que 17 messages. Mais là, en l'occurrence, il y a 17 messages. Par exemple, j'ai un fichier qui contient l'ensemble des SMS qui ont été reçus et envoyés par le téléphone. Sur votre téléphone, interrogez-vous tous les SMS que vous avez reçus et envoyés. Est-ce que vous auriez envie que je les affiche sur l'écran, là, maintenant? Bon, donc ça, c'est déjà pas très cool. On peut faire la même chose avec tous les contacts, historique d'appels, etc. C'est là qu'on commence aussi à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre d'applications de surveillance des conjoints qui sont installées. Ça aussi, c'est un vrai fléau. D'accord? Bon, mais il y a un certain nombre de commandes qui commencent par webcam, moi, qui m'intéresse. J'ai vu webcam stream. Vous voyez, là, webcam stream, en fait, je peux demander tout simplement à accéder à la webcam de l'iPhone, du téléphone. D'accord? Et donc, je peux filmer en direct tout ce qui se passe dans la pièce. D'accord? L'écran est totalement éteint. Alors, je peux faire autre chose, parce que ce qui est intéressant sur un téléphone, c'est qu'il y a deux caméras. Et quand je tape -i2, je vais choisir la deuxième caméra. Là, je ne vois plus ce qui se passe dans la pièce, mais je vois la personne qui est en train de filmer. Donc là, je vois que c'est Cédric. Je peux savoir qui est en train de s'en servir du téléphone. Je vois la personne qui actuellement a le nez sur la caméra. D'accord? Ça, c'est très facile à faire aussi. Et ce qui peut être intéressant aussi, lorsqu'on veut, par exemple, je ne sais pas moi, s'inviter à un comité de direction pour écouter ce qui se dit entre les dirigeants d'une entreprise, par exemple, si on a réussi à verrouiller le téléphone d'un des dirigeants, eh bien, c'est aller s'intéresser à aller déclencher une écoute du micro pour voir ce qui se dit dans la pièce. Donc là, j'ai lancé une écoute de 10 secondes. On va aller voir ce que ça a donné. Je l'ai là, juste là. Pour écouter ce qui se dit entre les dirigeants de l'entreprise, par exemple, à un comité de direction. Donc voilà, le contenu du micro a été complètement capturé par le téléphone, et ça, je peux rester en écoute d'une réunion téléphonique de dirigeants. C'est pas compliqué. Un codir, vous avez en général 5 participants, vous avez entre 10 et 15 téléphones sur la table, globalement. Il y a tous un téléphone perso, un téléphone pro, un machin, etc. Il suffit qu'il y ait un des 10 qui soit vérolé, qui ait ce genre d'application, c'est fini. Le codir, c'est plus un codir, c'est une réunion publique. D'accord? Et on peut se dire que le dirigeant, il est plus sérieux parce qu'il fait plus attention. C'est pas vrai. Le dirigeant, justement, il y a un sujet, cybersécurité, autour du dirigeant, parce que c'est quelqu'un qui échappe à la hiérarchie de la gestion du risque et qui a tout pouvoir de refuser l'application des normes de sécurité qui ont cours dans l'entreprise. Et il n'est pas rare de voir un dirigeant qui demande des passe-droits ou qui demande à outrepasser des règles de sécurité qui sont imposées à tous dans l'entreprise. Et donc, de fait, avoir un dirigeant qui a un terminal qui est moins sécurisé que les collaborateurs, c'est pas rare, croyez-moi. C'est quelque chose de plutôt fréquent. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ces 3 points-là, notamment les smartphones. Donc, pour vous donner un conseil relatif aux smartphones, le mien serait celui-là. Utilisez-le de façon légitime. Ne désactivez pas les modèles de sécurité, les configurations de sécurité. Au sein de l'entreprise, mettez en place ce qu'on appelle un MDM, un Mobile Device Management. Il y a des systèmes qui permettent d'enrôler les téléphones dans le système et de les gérer de façon centralisée et de les durcir si quelqu'un désactive quelque chose, de façon à ce que les utilisateurs ne puissent plus désactiver les fonctions de sécurité, etc.